Gaël Deharo, je suis ravi de vous recevoir dans ce Forum des Humanités pour traiter d'une question qui est dans l'air du temps, qui est abordée par les médias, mais qu'on connaît peu finalement, qui est celle du harcèlement moral. Et on a décidé de traiter ce thème avec l'usage et l'aide d'un ouvrage, celui de Marie-France Irigoyen, Le harcèlement moral, celle qui a initié et inauguré le concept en France. Gaël, bonjour. Bonjour. Alors, on pourrait dire de façon assez provocante que tant qu'un concept n'est pas nommé ou tant qu'il n'apparaît pas, la souffrance qu'il vise, elle, n'existe pas. Et c'est justement le sens de ce travail de Marie-France Irigoyen dans les années 90 que d'introduire le concept de harcèlement moral en France, concept qui a connu une fortune immédiate, ce qui veut dire qu'il y a une place à prendre. Mais qu'est-ce que ça vise ? Alors c'est toute la difficulté justement, c'est que la notion de harcèlement renvoie à une terminologie que chacun croit connaître, mais cette terminologie renvoie en fonction des disciplines selon lesquelles elle est abordée à des notions qui peuvent être très différentes, avec des déterminants très différents les uns des autres. Et en particulier en ce qui concerne les sciences juridiques, le droit repose sur un travail qu'on appelle de qualification, c'est-à-dire la réduction des faits à ces définitions qu'en donne le texte légal ou la jurisprudence. Et en particulier en ce qui concerne le harcèlement moral, le texte qui est à la fois dans le Code du travail mais aussi dans le Code pénal prévoit que nul ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d'entraîner une altération de la santé physique ou mentale, de compromettre l'avenir professionnel ou de porter atteinte au droit à la dignité de la personne. Or, dans ce texte-là, on n'a absolument aucune définition du harcèlement et on renvoie au juge tout le travail, toute la charge de trouver ce qu'est un harcèlement. Et c'est d'autant plus difficile que la victime d'un harcèlement n'a pas d'éléments à donner. Elle doit juste rapporter devant le juge des faits qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour la personne dénoncée de rapporter la preuve que les agissements dénoncés ne sont pas qualifiés de harcèlement, qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement moral. Et c'est donc toute la difficulté puisque tout va reposer au départ sur le ressenti de l'individu, c'est-à-dire sa façon de percevoir une situation, en particulier une situation de travail. Et là, on n'est vraiment pas très loin. D'ailleurs, Marie-France Irigoyen est une psychanalyste. On n'est pas très loin de la psychanalyse parce que la question du ressenti est cruciale. Il y a des faits objectifs, mais il y a aussi tels qu'ils sont perçus. Et le juge donc, va devoir se dépatouiller de cette situation pour voir s'il y a une situation de harcèlement moral ou pas. Tout à fait. Et le ressenti joue une importance capitale dans la dénonciation du harcèlement, puisque en réalité, le harcèlement, c'est une forme de souffrance au travail, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, comme le stress, le burn-out, voire le suicide. On a eu des situations extrêmement navrantes à ce sujet, notamment ces dernières années. Et le harcèlement prend une forme de ces souffrances-là. Et toutes les souffrances n'ont pas vocation à arriver devant le juge, sur le bureau du juge, mais si on fait même un rapide sondage autour de soi, je pense que chacun va trouver une situation dans laquelle un individu va lui avoir parlé d'une situation subie de harcèlement moral, parce que les individus, quand ils sont en souffrance, n'ont pas beaucoup d'autres mots pour dénoncer cette souffrance que de dire « je suis harcelé » ou « je suis stressé ». Or, les textes renvoient dorénavant, et depuis notamment l'influence de Marie-France Irigoyen, à une qualification juridique donc, que le juge doit appliquer pour sanctionner un manager qui n'a d'ailleurs parfois même pas l'intention de commettre un acte répréhensible ou pas le sentiment de commettre un tel acte et se trouve face à une situation qui est judiciarisée par la souffrance de la victime. La qualification, c'est celle que vous aviez évoquée, donc les termes, je vais inviter les étudiants à réécouter le passage pour bien comprendre quelle est cette qualification. Et là, vous insistez sur quelque chose qui est très très important et qui pourrait encore ajouter au flou finalement, c'est la dimension parfois non intentionnelle du harcèlement moral. Il n'est pas nécessaire que je veuille harceler quelqu'un pour être coupable, me rendre coupable de harcèlement moral. Je peux commettre ce harcèlement sans en avoir conscience, sans en avoir recherché, et le juge peut condamner un individu pour harcèlement moral alors qu'il n'a pas cherché à le faire, ce qui nous rappelle une situation qu'on a connue en France il y a peu, puisque dans le cas de France Télécom, le PDG de France Télécom, dans 2008-2009, a vécu une vague de suicides, une trentaine de suicides en 1 an, 2 ans au sein de France Télécom, et a été condamné pour harcèlement moral, alors qu'évidemment, il n'avait pas cherché à détruire psychologiquement les personnes, mais à réaménager le travail. Oui, et d'ailleurs, l'aménagement du travail, il faut bien le souligner, puisque c'est une des causes dans lesquelles, un des éléments pour lesquels on a établi des liens très forts avec une situation dénoncée de harcèlement. On s'est rendu compte que l'environnement, la contextualisation de la situation de travail jouait un rôle extrêmement important dans la qualification de harcèlement. Et notamment, que ce soit les sciences juridiques, mais aussi les sciences de gestion ou les sciences dites dures, telles que la psychologie, font état de cette contextualisation-là. Et
Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas forcément d'intention, ça c'est le droit qui le dit, c'est qu'on peut commettre un harcèlement quasiment par inadvertance, puisque c'est le ressenti du salarié qui au final va faire que les différents comportements, les différentes attitudes d'un manager pourront a posteriori être qualifiés de harcèlement moral. Donc la charge de rapporter la preuve que toutes les décisions, tous les comportements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral est d'autant plus délicate à rapporter, puisque sur le moment, alors, pas dans tous les cas, on a des cas dans lesquels effectivement il y avait des harcèlements avérés et une vraie perversité de la part des managers, mais dans la plupart des cas dénoncés, on peut même avoir des postures extrêmement bienveillantes du manager qui, au final, sont, par le ressenti du salarié, considérées comme des éléments qui accréditent l'existence d'un harcèlement moral. On a déjà eu l'occasion, enfin j'ai déjà eu l'occasion de parler de burn-out ou de conception comme celle-ci. On voit bien à chaque fois qu'on est au-delà de relations interpersonnelles, c'est-à-dire qu'on aurait tort de penser que c'est la fragilité de quelqu'un qui est exposé à la position de force ou de dominance d'un autre. On a des organisations qui, sans forcément être pathogènes en soi, créent des contextes qui fragilisent les personnalités. Donc derrière le travailleur, la personnalité est fragilisée, créant du stress, des situations de post-traumatique même, carrément, on peut parler de ça, voire des suicides, on l'a aussi évoqué. Donc peut-être l'intérêt pour nous, c'est d'essayer de comprendre la situation organisationnelle qui va fragiliser les individus en écoutant d'abord Boris Begard. À vouloir aller vers toujours plus d'efficacité, dans un certain nombre de grandes entreprises, c'est un peu moins vrai dans les PME, le management s'est déshumanisé. Tout d'abord, le management actuel entraîne un grand isolement des salariés qui ne travaillent plus en équipe soudée, mais de façon transversale, par projet. On ne prend plus le temps d'échanger. La communication se fait par des notes de service ou des emails de reporting. Les salariés doivent suivre des procédures codifiées et sont évalués par des grilles très sophistiquées. Mais ces indicateurs de performance ne mesurent que certains résultats visibles, pas la réalité du travail, et en individualisant la performance, ils viennent casser les solidarités collectives. À ces critères chiffrés viennent s'ajouter des critères qualitatifs, beaucoup plus subjectifs, concernant le comportement, ce qui peut donner lieu à toutes les dérives. Face aux évolutions du travail et de son environnement, se développe un sentiment de perte de sens chez les salariés qui sont peu ou pas informés des choix stratégiques et de leurs conditions de mise en œuvre. En effet, le processus de décision est de plus en plus centralisé avec une impossibilité de critique et de contestation positive. Par souci d'efficacité, le travail est segmenté, ce qui ne permet pas aux travailleurs de voir le résultat de leurs efforts. De plus, par manque de temps, de moyens ou de compétences, ils ont fréquemment le sentiment de devoir bâcler leur travail. Il existe une jouissance au travail bien fait qui vient compenser l'effort fourni, mais le management moderne vient trop souvent escamoter cette récompense narcissique. De ces frustrations, rien ne peut être dit, car afin de contrôler leur image, ou par peur de la violence, les organisations cherchent à limiter l'expression des conflictualités au profit de la recherche de consensus. On étouffe les conflits sans donner aux protagonistes la possibilité de s'exprimer, ou bien on cherche une solution rapide qui fera illusion un temps, mais ne réglera pas le problème. Pour cela, on fait intervenir un expert ou un groupe d'experts qui va rédiger un rapport et énoncer des vérités incontestables, mais qui ne vont concerner que leur domaine de compétence. Personne ne viendra penser la situation et faire le lien entre les différentes expertises. Si les salariés acceptent ce formatage et s'investissent autant, c'est que le système les place sous emprise. On les conditionne par un discours manipulateur, leur proposant de s'épanouir, de se réaliser, de partager des valeurs, mais on ne parle pas des contradictions, des conflits et de la complexité. On leur parle d'autonomie, alors que leurs objectifs sont fixés à l'avance. On leur demande de s'engager, alors qu'avec la flexibilité, ils savent très bien qu'ils sont interchangeables et qu'ils peuvent être licenciés du jour au lendemain. Il leur faut travailler en équipe, mais l'évaluation des performances est individuelle. On parle de qualité totale, mais l'entreprise est dominée par le souci de la rentabilité financière. Avec ce discours paradoxal, on crée un écran sémantique pour cacher que l'on demande plus que jamais aux salariés soumission et obéissance. On les culpabilise par une pression constante pour tenir leurs objectifs et on leur donne le sentiment de ne jamais en faire assez. C'est ainsi que les salariés intériorisent les valeurs de l'entreprise au risque d'en venir à la destruction de la loyauté et de la solidarité. Alors Gaël, ce qu'on vient d'entendre de la part de Boris, c'est très intéressant, c'est on voit que les organisations
structurellement, hein, là on n'est pas dans les cas de harcèlement moral, favorise ou développe la solitude, l'isolement, l'organisation cloisonnée, le management en projet, qui peut accroître la vulnérabilité des individus. Et évidemment, on a là un terreau favorable pour développer des situations de harcèlement moral, qui est, comme Irigoyen le dit, une pathologie de la solitude. Oui, alors c'est beaucoup plus complexe, me semble-t-il, puisque Marie-France Irigoyen adopte une posture de psychanalyste ou psychologue. En tant que juriste, je serais beaucoup plus nuancée puisque je dirais que le harcèlement est quand même un élément ou en tous les cas une notion plurifactorielle et pluridimensionnelle. C'est-à-dire que c'est par nature une situation que l'on ne vit pas seul. On ne va pas s'auto-harceler et on ne va pas être harcelé si on est résolument seul. Donc pour qu'il y ait harcèlement, il faut déjà qu'il y ait une interaction, soit avec une autre personne, soit avec une organisation. Et c'est cette interaction-là qui, lorsqu'elle est illégitime, devient juridiquement sanctionnable. Donc on va regarder un certain nombre d'éléments, on va regarder comment l'organisation a changé, comment l'organisation a affecté les émotions, le ressenti d'un salarié et pourquoi le salarié est en souffrance. Et le juge, en réalité, va chercher où est l'illégitimité et par conséquent où est la sanction, où est la faute de l'individu. Parce que, encore une fois, on est dans une situation dans laquelle on n'a absolument pas de définition, donc on impose aux managers et surtout aux employeurs de prévenir le harcèlement et de le faire cesser, mais on ne leur dit pas de quoi il s'agit. Donc c'est le juge qui, a posteriori, saisit d'une situation qu'on lui qualifie, qu'on lui présente comme étant une situation de harcèlement moral, doit déterminer si oui ou non c'est un harcèlement moral. Et donc le critère fondamental étant le critère de répétition, mais pas forcément du même acte et pas forcément sur une seule personne, ça devient extrêmement complexe. Et la jurisprudence, notamment par rapport à cet élément d'isolement, a précisé qu'on pouvait très bien avoir des situations de harcèlement moral, même si les décisions portaient sur l'ensemble d'un service ou d'une entreprise, à partir du moment où les effets de ces décisions ou de ces comportements avaient pour un salarié en particulier des conséquences particulières. Donc ça veut bien dire qu'on est dans une situation qui n'est pas forcément une situation individuelle, mais qui peut mener à l'isolement. Effectivement, si on est harcelé, on peut être isolé, mais si on est isolé, on ne sera pas forcément harcelé. Donc tout ça est extrêmement complexe parce que finalement on ne peut pas dire que l'isolement ou l'interaction est l'élément déterminant puisque c'est vraiment une kyrielle de facteurs qu'il va falloir recomposer les uns par rapport aux autres et ces facteurs relèvent de déterminants qui sont beaucoup plus globaux. On peut avoir des déterminants émotionnels, des déterminants personnels, des déterminants organisationnels, l'importance du ressenti, toutes ces choses-là font qu'on va avoir vraiment une extrême complexité. Donc ça me paraît un peu réducteur de dire que ça peut être un élément individuel ou d'isolement en réalité. Oui, il y a diverses formes de harcèlement moral qui peuvent naître ou apparaître. Vous avez très bien, il peut y avoir des humiliations répétées, par exemple. Donc la question de la répétition est cruciale, ça vous l'avez indiqué. Mais ce n'est pas forcément sur des temps très très longs, ça peut être 3 mois, c'est suffisant. On peut être dans une situation de harcèlement moral avec un temps très court. Mais une humiliation, donc personnelle, atteinte à la dignité personnelle. Vous pouvez aussi avoir des atteintes ou du moins dévalorisation du travail qui est fait par quelqu'un. Donc là, on pourrait penser qu'on reste dans le cadre plus professionnel, mais vous avez aussi, et peut-être effectivement si on s'est pris comme ça, c'est limitatif, l'invisibilité sociale, c'est-à-dire le fait de ne plus accorder d'importance à quelqu'un, de ne pas le regarder, de ne pas le saluer, de ne plus lui donner la parole ou lui couper la parole. Donc on est dans des configurations très riches, ce qui rend la difficulté pour le juge de se prononcer vraiment, d'établir des preuves. Oui, exactement. Et donc, on a toutes les formes de harcèlement. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, je me souviens d'une jurisprudence dans laquelle une pharmacienne diplômée d'un doctorat en pharmacie avait été réduite à passer une serpillière à 4 pattes dans l'arrière-boutique. Là, on était dans une situation perverse vraiment par nature. Alors que dans d'autres cas, c'est beaucoup plus insidieux, c'est-à-dire que ça va se nicher dans des petits détails. Et on a eu, par exemple, un arrêt de la Cour de cassation qui a validé la reconnaissance d'un harcèlement moral pour le fait d'un manager qui ne disait pas bonjour à son manager. Donc le simple fait de s'abstenir d'un minimum de courtoisie, on va dire, peut devenir un élément, ça ne sera pas suffisant, hein, mais ça peut devenir un élément qui va alimenter la qualification de harcèlement moral. Et si corroboré par d'autres, comme par exemple le refus des congés à une date déterminée, ou alors le retrait d'un portefeuille de clientèle, ou enfin, toutes ces décisions qui peuvent être des décisions qui semblent en tous les cas justifier à un manager, peuvent devenir des éléments qui vont pouvoir alimenter une qualification de harcèlement. Et c'est là qu'est toute la complexité et le caractère plurifactoriel de la chose. Et la difficulté aussi pour la victime, c'est d'avoir conscience d'être victime du harcèlement moral, puisque, comme vous l'avez dit, le caractère insidieux fait que la victime peut penser que c'est sa faute
être dans le doute quant aux actions qui sont faites contre elles, et donc hésiter à porter cette affaire, soit devant les RH, soit devant un tribunal. Oui, et c'est une des difficultés d'ailleurs, puisque le juge, lui, qui constitue, enfin le discours du juge constitue moi mon matériel d'étude et d'analyse. Ça signifie qu'à un moment donné, la victime a dénoncé la situation. Mais on a un chiffre gris, voire un chiffre noir, qui est combien de personnes n'osent pas dénoncer. Parce que bien évidemment, quand on va dénoncer une situation de harcèlement moral, on va détériorer une situation organisationnelle. Et si vous dénoncez votre supérieur hiérarchique comme étant un harceleur, il est bien évident que les relations que vous allez entretenir avec lui par la suite ne seront plus aussi cordiales ou libres, ou en tous les cas ne seront plus les mêmes. Donc on peut avoir véritablement des hésitations à dénoncer ce type d'agissement. Et c'était toute la volonté du législateur, d'ailleurs à la suite du livre de Marie-France Irigoyen, que de dire il faut offrir aux salariés une protection. Et c'est cette protection qui commence à devenir mature aujourd'hui, puisque on a vraiment une jurisprudence assez abondante en matière de harcèlement moral. On a des dénonciations extrêmement importantes. Alors après, il y a peut-être aussi des phénomènes, on va dire, d'instrumentalisation qu'on avait mis en exergue dans des travaux un peu plus anciens, mais la masse, on va dire, la masse du contentieux, la masse la plus importante du contentieux reste quand même des victimes qui se sont déclarées, mais se sont-elles déclarées parce qu'il y avait un véritable harcèlement moral, parce qu'elles ont ressenti une souffrance qu'elles n'arrivaient pas à exprimer autrement, ou parce que finalement elles ont voulu aussi appeler à l'aide à un moment donné. Toutes ces questions-là, le juge doit se les poser. Et ça donne une jurisprudence qui est extrêmement complexe à analyser, parce qu'il n'y a pas de modèle en réalité du harcèlement moral. Chaque individu va le vivre différemment. Faites une simple observation. Vous mettez 3 individus dans une même situation, vous leur présentez la même décision, par exemple, de refus de congé. L'une va la comprendre en disant « oui, effectivement, on a un surcroît de travail, je ne vais pas partir ». La deuxième va l'accepter, même si elle ne la cautionne pas ou ne la valide pas. Et la troisième ne supportera pas, par exemple, qu'on lui refuse ses congés. Mais tous ces facteurs-là sont des facteurs beaucoup plus individuels que des facteurs organisationnels. Normalement, le droit ne devrait même pas s'en préoccuper, mais le harcèlement moral est par nature quelque chose de si humain que le juge ne peut pas se défaire de la façon dont la personne a ressenti la situation qu'elle dénonce. C'est intéressant parce qu'on a l'impression, ce que vous dites là, c'est le droit ne devrait même pas s'en occuper, ou du moins le juge ne devrait pas avoir connaissance de l'affaire, elle devrait se régler au niveau de l'organisation. Il y a une défaillance de l'organisation de façon complète, au-delà du cas de harcèlement. Et on a l'impression, et c'est ce que dit Irigoyen de façon assez subtile, je trouve, c'est qu'on ne crée pas d'espace pour accueillir les conflits. Comme s'il fallait censurer les conflits et que du coup, cet espace qui n'existe pas appelle de créer d'autres espaces où on va porter la connaissance du harcèlement moral. Oui, peut-être parce que le conflit aussi, justement, ne fait pas partie du harcèlement. C'est-à-dire que la personne qui va être harcelée n'entre pas souvent d'ailleurs en conflit ouvert avec son supérieur. Voilà, et c'est ça qui est délicat, c'est que finalement on maintient une situation larvée, ou en tous les cas une situation détériorée, sans véritablement lui apporter de réponse. Mais parfois, la réponse n'existe pas. Donc, on demande à des organisations de prévenir une situation de harcèlement qu'on est absolument incapable de modéliser. C'est ça qui est difficile. Alors après, il ne faut pas non plus laisser les salariés en situation de souffrance. Il faut leur offrir un échappatoire. La difficulté, c'est que de l'organisation au juge, il y a peut-être d'autres façons de régler des harcèlements. Alors, il y a des entreprises qui essayent d'expérimenter un certain nombre de solutions avec des lieux de parole, mais c'est toujours délicat d'aller parler de harcèlement moral au sein de l'entreprise. Donc nécessairement, les lieux de parole, si on veut éviter le conflit, doivent être externalisés. Sinon, ça n'a absolument aucun sens, puisque la personne qui ne parle pas par peur. Donc elle ne va pas aller parler plus si on lui donne un lieu au sein de l'entreprise. Donc tout ça fait que c'est extrêmement complexe à gérer. Et effectivement, entre le juge et l'organisation, on peut essayer de trouver d'autres situations. Il y a, dans tout ce qu'on a dit, il ressort quand même une chose, je pense que les étudiants s'en seront rendus compte, on est dans des situations d'autorité, voire de domination, voire de dépendance aussi. C'est-à-dire que mon manager va me harceler, je dépends de lui pour mon travail, j'ai peur pour mon emploi, et donc j'ai une posture qui sera plus celle de soumission au départ, et je vais essayer de faire le dos rond jusqu'à me retrouver dans une situation de mal-être. Comment ne pas faire le rapprochement avec l'affaire Weinstein, puisque on le sait, dans le harcèlement moral et dans les positions qui sont occupées dans les organisations, eh bien, c'est souvent les femmes qui se retrouvent dans cette situation-là, majoritairement, même si les chiffres sont prêts à caution. Mais on l'a vu dans plusieurs études dans différents pays européens et même au niveau international. On a l'impression que la position subalterne
attire le harcèlement et que la parole est voilée, empêchée et qu'elle n'arrive pas à se déployer. Et donc on est dans une situation où le conflit ne peut pas prendre place, mais la violence, elle est effective. Alors, subalterne, pas forcément, parce qu'on observe quand même que le harcèlement n'est pas forcément descendant. Et on a beaucoup de cas de harcèlement horizontal, c'est-à-dire de collègue à collègue, ou de harcèlement ascendant. C'est-à-dire que vous avez des situations dans lesquelles, par exemple, un manager ne pourra pas prendre de décision parce que son manager va l'en empêcher par des comportements pervers ou insidieux. Et donc, on va avoir des des harcèlements qui vont aller un petit peu dans tous les sens. Par rapport à l'autorité, effectivement, il y a une relation d'autorité qui fait que, par exemple, on a beaucoup de mal à distinguer un management autoritaire, c'est-à-dire un management un peu vif, pour être diplomate, d'un management par le harcèlement. Et ça, c'est extrêmement délicat pour la jurisprudence. À faire le lien, à placer le curseur entre l'autorité d'un individu et le fait qu'il harcèle ses subalternes, effectivement, c'est très compliqué. Et on retrouve exactement la même chose. Par rapport à l'affaire Weinstein, vous prenez simplement un clin d'œil. C'est quoi un clin d'œil? C'est pas grand-chose. Vous avez un homme qui vous fait un clin d'œil, vous êtes une femme, vous prenez 3 femmes, l'une d'entre elles ne va pas prêter attention, la seconde va être très surprise, la troisième va être choquée. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est un clin d'œil? Ça peut devenir un élément du harcèlement pour certaines. Ouais. Gaëlle, je vous propose de nous arrêter sur ce clin d'œil. Merci beaucoup. Merci.